Et bienvenue au Saint-Chaud, on espère que vous allez bien. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça nous aide beaucoup. Ouais, faites pas les chiens, les gars. Aujourd'hui, on va vous parler de l'UFC 282, donc on va survoler un petit peu ce qui s'est passé. Parler des combats qui nous intéressent le plus à venir ce week-end. Et ensuite, on va parler un petit peu de Cédric Doumbé, donc de son retour au MMA GP. Donc comment ça va Arthur? Qu'est-ce que tu as pensé de cet événement UFC 282? Franchement, très bel événement. J'étais hype, hein. Toute la journée j'étais hype. J'ai regardé tous les combats du premier au dernier, bien évidemment. Même le premier combat avec le Sud-Africain là, qui était 6-0 contre un autre... Cameron Saïman. Ouais, contre l'autre qui vient de Floride là, qui est 6-0 aussi. C'était un beau combat. J'ai trouvé même le mec qui a pris le combat en short notice, tu vois, il a fait une belle prestation. Il a failli le sortir du premier round. Il s'est fait toucher par une knee illégale. On se rappelle, je crois que ça a un peu altéré le combat. Moi j'aurais arrêté si j'étais lui. Le mec il était quasiment KO, tu vois. C'est con de continuer quand tu t'es fait KO illégalement et après tu perds comme ça. Ouais. Mais ouais, ça m'a choqué, c'est pour ça que ce combat il m'a un peu choqué parce que j'ai trouvé vraiment bête de continuer après ce... Tu vois, les gens ils trash Sterling, mais je trouvais un peu bête de continuer après ça. TJ Brown après aussi qui était impressionnant. Ouais, belle soumission. Il y a eu Billy Carantio, tu l'avais dit, tu en avais parlé. Ouais. Ah, par contre il a pris cher. Il est revenu au deuxième round, c'était beau. Il s'est fait ouvrir au premier, il s'est fait dropper, il s'est fait take down, il s'est fait contrôler, il s'est fait frapper, mais il n'a jamais abandonné. Alexander Hernandez, encore une fois, qui a toujours une belle prestation au premier. Et dès qu'il y a rien qu'une petite tempête, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à s'adapter. Il stresse et il devient frigorifié, tu vois. J'ai l'impression qu'il se défend plus. Après, il a pris cher aussi, tu vois, normal, mais ouais, non, je parlais avec Billy la semaine avant le combat et je lui disais, je pense que tu vas le casser au deuxième round ou au début du troisième round. C'est ce qu'on avait dit dans la prédiction. Et ça s'est passé, donc ouais, je suis vraiment content pour lui. En plus, il revenait d'une défaite contre Shane Burgos, qui était quand même un des meilleurs combats de l'année. C'est juste que c'était passé juste après le combat de Justin Gaethje et Michael Chandler. Du coup, les gens, ils ont un peu zappé, tu vois, vu qu'ils avaient des noms un peu moins grands. Mais ouais, c'était un beau combat comme. Donc Billy Q, je suis content de le voir là, il est dans sa prime, 33 ans, 33 ou 34 en tout cas, mais ouais, il est vraiment, vraiment solide, fort, expérimenté et je lui souhaite que du positif. Il y a eu Chris Curtis et Joaquin Buckley aussi. Ouais. Moi je croyais que Joaquin Buckley allait gagner, il a eu un bon premier round quand même. Mais ouais, il s'est fait attraper après plus de puissance de Chris Curtis je crois. Mais je trouvais qu'il était plus précis, Joaquin Buckley. Je sais pas si ça aurait été à la décision, s'il aurait gagné. Mais le truc c'est que Chris Curtis a tendance à perdre le premier round. Il a vraiment le style d'un boxeur. Et il s'adapte, il prend son timing. Et puis il revient au deuxième round. C'est un petit 185. Il combattait à 170 à la PFL avant, pendant longtemps. Donc c'est jamais le mec qui va vraiment utiliser toute sa force et avoir une performance super dominante pendant les 3 rounds. Il va être patient, il va trouver ses ouvertures et il va essayer de te mettre KO, tu vois ce que je veux dire. Ou alors, vraiment quand il y a les mecs qui veulent vraiment lutter, il est en mode lutte défensive et boxe à l'intérieur et il gagne la décision comme il a fait avec Rodolfo Vieira. Ouais. Mais ouais non, Chris Curtis, un vétéran du game, je suis content pour lui. Je l'avais dans mon parler, j'avais Billy Q, Chris Curtis et Raoul Rosas, ouais. Voilà. Ouais, ensuite il y a eu Edmen Shabazian contre Dalcha Jumbala. Bon retour. Un beau flying knee au deuxième round. Jairzinho Rozenstruik, j'étais content pour lui, je l'aime bien, je l'avais dit dans le podcast. Ouais, il a défoncé direct, il a pas bégayé. J'ai du mal à comprendre le management de Chris Daukaus, parce que tu te fais KO par Derrick Lewis, Curtis Blaze, et on t'envoie Jairzinho, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, à quel moment tu te dis, ouais le gars, oh, tu vois ce que je veux dire. Je me suis fait KO il y a 3 mois, déjà donnez-moi 3 mois de plus, et je prends Marcin Tybura, je prends Jared Vanderaa, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi, ouais, je sais pas, j'ai du mal à comprendre, et aussi le manque d'adaptation, c'est-à-dire que il force, il rush pour aller contre la cage, mais même pas pour lutter, pour boxer. Contre Derrick Lewis, contre Curtis Blaze, contre Jairzinho la même. Il rentre direct, il veut coller mais avec un mec qui a plus de pouvoir que lui. Donc c'est énervant parce que je trouvais qu'il avait des belles mains. J'ai bien aimé le début de carrière de Chris Daukaus à l'UFC.
Je pense que là, c'est la crise financière et économique et ouais, c'est horrible ce qui se passe là, 3 KO d'affilée. En plus, après avoir quitté son travail, j'aimerais bien le voir descendre à 205 là les gars. Il faut faire un changement parce qu'il est gras en plus, Ouais. il arrive à 230. J'ai l'impression que tu te fous un peu de la gueule du monde, tu vois, parce que si t'es gras à 230, tu peux faire 205 Ouais, c'est sûr. et combattre des mecs qui frappent moins fort. Mais bon ouais, parce que je l'aime bien, donc c'est pour ça que ça m'a un peu énervé. Mais... Jairzinho, j'ai l'impression qu'il avait pris un peu de masse aussi. Ouais, Il avait ouais. plus Il grosses avait, épaules. il avait l'air moins gras, il Ouais. était aussi lourd mais moins gras, ouais. Mhm. Ah, il était chaud, hein. Ouais. Ah, il était chaud, franchement ça m'a... Jairzinho en plus, j'aime bien le personnage de Suriname et tout, Ouais. c'est cool, il a son truc à lui. Et puis ensuite, il y a eu le jeune Raoul Rosas, donc premier combattant, plus jeune combattant, 18 ans, qui a battu Jake Perrin, aussi au premier rang, avec une soumission à étranglement arrière. C'était beau aussi, il était chaud, il est rentré avec son sombrero de mariachi. Il a mis l'ambiance pour la fin de la carte prélim. C'était cool, ouais. Les gars, moi je vous le dis, je m'entraîne souvent avec lui, Raoul c'est un monstre. Il y a souvent les mecs à l'entraînement qui sont pas forts à l'entraînement et très forts en combat. Et ben lui il est très fort à l'entraînement et encore plus fort en combat. C'est vraiment impressionnant, je pense que le ciel est vraiment la limite pour lui. Je suis très content pour lui et sa famille, bravo. Je savais que s'il n'avait pas bégayé contre Mando Guterres au Contenders, pour moi Mando Guterres est bien plus fort que Jay Perrin. Même si Jay Perrin est tough, tu vois, c'est un mec de l'UFC, forcément il est pas nul, mais c'est le bas de la catégorie quoi. Donc pour moi Mando Guterres finit Jay Perrin. Donc quand j'ai vu le match-up, quand j'ai vu ce qu'il avait fait avec Mando, il avait gagné la décision. Franchement, j'étais pas du tout inquiet. Je pensais vraiment que ça allait finir comme ça. Donc ouais. Très fort physiquement, Raoul Rosas, je sais pas ce qu'il mange dans ses céréales. Mais c'est un cauchemar le mec, c'est un cauchemar. La dernière fois que j'ai roulé avec lui, il avait mon dos pendant 3 minutes. C'était... Ouais. Ensuite, il y a eu la carte de l'ouverture de la main card avec Ilia Topuria contre Bryce Mitchell. Donc là, tu avais Bryce Mitchell, j'avais Ilia Topuria. Ilia Topuria qui l'a défoncé. Mais bon, c'était pas facile à prédire. Il a limite abandonné Bryce Mitchell. Il a fait abandonner, ouais. Il avait marre de prendre des coups. La tape était très rapide, franchement ça m'a mis un peu mal à l'aise parce que j'aime bien Bryce Mitchell. Ilia Topuria, je sais qu'il était vraiment solide. La seule chose qui m'inquiétait avec Ilia Topuria, c'était les performances au début qu'il avait contre Youssef Zalal, qu'il avait contre Damon Jackson, il l'a éteint. Et il y avait quelques combats à l'UFC qui étaient assez close, mais après ouais, le mec il est arrivé à 24 ans, comme ça à l'UFC. Forcément, il grandit un peu là-bas, et là il est vraiment chaud pour le top 5, je dirais. Je pense qu'il peut éteindre Ortega. Ah ouais. Parce que Ortega il se fait frapper beaucoup. Ilia Topuria, c'est pas le genre de mec que tu peux prendre beaucoup de coups, tu vois. Quand tu KO un mec comme Jai Herbert, qui combattait à 77 kg, un des main training partners de Leon Edwards, et tu le KO avec un punch, une KO dessus, franchement, c'est chaud. Franchement, Ilia Topuria m'a vraiment impressionné. La défense de lutte était incroyable, parfaite. Et la boxe toujours vraiment clean. Il va beaucoup au corps, il revient à la tête. Franchement, quand tu vois ce que Bryce Mitchell a fait à Edson Barbosa en striking, Bryce Mitchell c'est pas un mauvais striker. Ouais, franchement, impressionnant. Ilia Topuria, là je suis vraiment sur le train, là je te rejoins sur le train, chou motherfuckers. On y va, tu vois, je conduis le train les gars. Ensuite le retour d'Darren Till contre Dricus de Plessis. Ouais, que dire, décevant. Cœur brisé. Mais il m'a donné un petit peu d'espoir au deuxième rang. Il était presque intouchable, il touchait bien et tout. Mais derrière, non, après, c'est déjà fait. Je pense que l'endurance, il était mort. Et ouais, il a pas su. Au sol, c'était catastrophique. Je comprends pas, tu vois, il avait Brendan Logan dans son corner, dans son coin. Il s'est entraîné avec Brendan Logan, qui vient de gagner le $1 million à PFL, qu'il a pris la ceinture. Il s'entraîne avec Ramzat. Il s'entraîne avec des monstres. Je sais qu'il s'entraîne avec des super bons kickboxers en Thaïlande. Il y a des gros lutteurs russes en Thaïlande, il s'entraîne avec eux. Quelques personnes que je connais qui s'entraînent en Thaïlande m'ont un peu dit comment ça se passait. Il est bien en entraînement. Il faisait beaucoup de lutte. C'est ce qu'on m'a dit hier à un pote à moi qui s'entraîne en Thaïlande. Il me dit non, il faut
beaucoup de lutte. À la gym où il s'entraîne souvent à lutte. C'est pas un lutteur extraordinaire, mais à la gym, il défend les takedowns. Il se fait pas... Je sais pas, il se fait pas prendre à la serpillière comme ça, tu vois. J'ai l'impression qu'il n'y avait aucune connaissance de défense de lutte. Le mec, dès que tu vas sur ses jambes, tu es censé sprawler, tu vois, tu mets les deux jambes en arrière et t'arrêtes le takedown. Aucune urgence. Après, quand il se relève, il est intouchable à un moment, comme tu as dit, au deuxième round. Il a Dricus Du Plessis qui a une très grosse masse musculaire, donc il commence un peu à fatiguer. Après tous ces échanges de lutte, de striking, c'était chaud. En plus, il lui a mis 150 patates au début sur le truc. Tu vois, il a dû se fatiguer les bras. Et je suis confus sur la performance de Darren Till. J'ai l'impression qu'il s'éteint lui-même. En plus, dès qu'il se fait toucher, à chaque fois les yeux, tu vois, il a l'œil qui pète, il a le nez qui saigne. Dès qu'il envoie des kicks, il a un problème au genou. Là, il a un ligament qui est abîmé. Apparemment, il sera encore out pendant 6 mois. J'ai l'impression, je sais pas si c'est mental, physique, mais il est fragile, j'ai l'impression, tu vois. Et c'est énervant parce que, comme tu dis, tu vois, t'as des moments où il est intouchable. Et puis t'as des autres moments où t'as l'impression qu'il a jamais combattu un match, c'est une ceinture blanche. Alors que le mec, il est rentré à l'UFC 18-0, un truc comme ça. Enfin, là, il a perdu 5 combats de ses 6 derniers. C'est compliqué. Après, Dricus Du Plessis, très impressionnant. Le mec, il parle bien en plus, intelligent. J'adore le personnage. Il coach la team d'amateurs de sa gym, c'est ce qui est toujours quand même admirable parce que ça montre que tu es humble et que tu veux toujours t'améliorer. Tu vois ce que je veux dire? Darren Till, lui, il va aller s'entraîner avec des célébrités, il va faire son truc, il va aider. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas faire les corners des amateurs et tout. Il n'est pas... il est un peu plus en mode star, tu vois ce que je veux dire? Et les mecs comme Dricus Du Plessis, franchement, ça c'est dangereux. On a l'impression avec son pied-point que c'est pas le plus clean, il est un peu rigide et tout, mais il touche, il le fait marcher. Moi, j'aimerais bien le voir contre Nassourdine Imavov. Ouais, ça peut être un beau match-up. Franchement, c'est possible qu'ils se rencontrent. Qui gagne entre Nassour et Dricus? Pour moi, c'est le prochain gros nom à 185. Je pense que les Marvin Vettori, les Derek Brunson et tout, ça va commencer à descendre. Là, on a du nouveau sang et ça fait plaisir, franchement. Dricus. J'étais fan de Darren Till, j'avais vraiment envie que Darren Till gagne. Mais ouais, Dricus, il m'a gagné là. Il m'a gagné en tant que fan. Je vais vraiment faire attention quand il combat. Il a mon attention, en tout cas. Ensuite, il y a eu la victoire de Santiago Ponzinibbio sur Alex Morono. Donc, il faut savoir qu'à la base, c'était Robbie Lawler. C'est tombé 5 jours avant. Ils ont mis Alex Morono en catchweight. Donc, sur le poids, ils se sont mis d'accord. On a vu Alex Morono, il n'avait même pas fait de coupe. Il était gras. Alex Morono qui était sur 4 victoires d'affilée, Santiago sur 2 défaites, donc les deux ils n'avaient pas trop droit à l'erreur. C'est Santiago qui a gagné, une belle victoire, c'était quand même un beau combat. Alex Morono qui gagnait, hein. Ouais, mais une belle droite, il a eu une belle réponse, Santiago avec sa droite. Il lui a mis 2-3 fois et il l'a pas supporté. Ouais. Par contre, j'ai l'impression le menton à Santiago, il descend un peu parce qu'il s'est fait dropper quelques fois. Il s'était fait KO par le Leech, il s'était fait dropper par... Non, je crois que c'est tout, il s'est pas fait dropper par Michel. Mais quand même, j'ai l'impression le menton n'était... Je sais pas si c'est... Ah aussi... Il est pas tout jeune aussi, il a je crois 36-37 ans. Mais Morono était beaucoup plus lourd parce que Santiago, il a dit qu'il était... Ça, c'était à 180 livres. Et Santiago était déjà à 180 livres pour faire sa cut à 170. Okay. Et quand il a pris le combat, il était déjà à 180. Du coup, il est resté à son poids. Tandis que Morono était dans les 200, donc il a dû descendre de 20 pounds. Donc, en plus, tu le vois, il avait la tête un peu creusée au Wayne, mais il avait du gras quand même. Après, il a toujours un peu la midsection qui est un peu grasse. Il a ce genre de corps, Morono. Donc, les gens le sous-estiment, mais il est technique. Et son striking, un peu comme Dricus Du Plessis, même si c'est un différent style, c'est assez rigide et c'est bizarre, mais quand ça touche, ça touche. Parce que pour dropper Santiago, quand même, il faut mettre un parpaing, tu vois ce que je veux dire? C'est une masse le bonhomme, tu vois. Donc, Ensuite, donc Paddy Pimblett contre Jared Gordon. Beaucoup de polémiques sur ce combat. La victoire par décision unanime pour Paddy Pimblett. Beaucoup de gens qui sont pas d'accord, moi le premier.
Toi Arthur, qu'est-ce que t'as? Ouais, moi j'avais Jared Gordon gagné le round 1 et round 3. Et Paddy Pimblett arguablement, je sais pas si ça se dit, Paddy Pimblett peut-être gagné le round 2. Tu vois. Quand je l'ai regardé live, je lui ai donné le round 2. Quand je l'ai re-regardé une deuxième fois, il avait des grosses réactions au round 2. Et il a la foule derrière lui. Je dis ok, tu peux lui donner le round 2. Mais la foule derrière toi au premier round et au troisième round, même si tu peux avoir toute la foule que tu veux, le bruit, les réactions de ouf, tu perds quand même techniquement. J'ai trouvé pas justifiable. Après si je suis lui, tu me donnes une victoire comme ça, je la prends. Je serais exactement comme il a dit, j'ai gagné, c'était. Tu vois, une victoire à l'UFC, c'est une victoire à l'UFC. Jared Gordon quand même au troisième round qui aurait pu faire un peu plus, j'ai l'impression. Ouais, c'est ce que Dana White a dit en fait. Ouais. Il a donné l'excuse qu'il n'en avait pas fait assez au troisième. Mais il contredisait pas qu'il n'avait pas gagné les deux premiers, tu vois. Ouais, c'est ça. Après il est proche de Paddy, il veut bien sûr. Jared Gordon c'est un ancien drogué qui a pas vraiment une... Quand je dis ça, c'est admirable, c'est un ancien drogué qui a commencé le MMA tard et qui a vraiment changé sa vie. Il a des charités, il aide les drogués à sortir de la rue, etc. C'est vraiment un mec super, mais il n'est pas marketable. Tu vois ce que je veux dire. Après moi j'adore le personnage, je l'avais rencontré à l'UFCPI, super gars. Il est un peu petit quand même pour la division à mon avis. Parce qu'il combattait à 145 avant, ils l'ont fait monter de force parce qu'il a manqué la pesée 2 fois. Et il dit c'est mort, maintenant tu combats à 155. Mais il est plus petit que moi, tu vois, Jared c'est pas un 155 lourd. Et il a réussi à pour moi battre Paddy, même s'ils lui ont pas donné la décision. À 155 ça va être chaud pour Paddy s'il n'y a pas d'adaptation là, parce que les Damir Islamov, les Armen Soukerian, Mateusz Gamrot, Benil Dariush, Michael Chandler. Ouais. Il faut qu'on parle, il y a eu le clash aussi avec qui a continué avec la conférence de presse de Ilia Topuria contre Paddy Pimblett. Est-ce que tu crois que ça va se faire? Non, j'ai l'impression que Dana White là est même pas du tout intéressé. Il a dit non parce qu'on veut faire Ilia, on veut le faire monter. Là on est avec un Paddy qui est pas dans les rankings à 155, avec Ilia qui va rentrer dans le top 5 à 145. Top 8 au moins, là j'ai l'impression qu'ils vont me faire monter assez rapidement. Donc ouais, non, je pense pas que ce serait une bonne idée pour Ilia Topuria de toute façon. Ça te ramène de la hype et tout, mais enfin, le mec il veut être champion, tu vois, j'ai l'impression Ilia il s'en bat les couilles de la hype. C'est la ceinture avant tout. Et ouais, de toute façon ce serait pas une bonne idée, toi tu... Non, c'est pareil, après ce serait beau pour la hype, mais on peut attendre quelques années en vrai. Ça peut continuer à s'insulter chacun des deux côtés et limite en fin de carrière tu fais un truc. Surtout que même pas en fin de carrière, peut-être dans 2 ans encore. Mais là pour l'instant c'est se tirer une balle dans le pied pour les deux si ça prend trop de risques aussi. Et Ilia a dit, au début il disait je veux combattre entre 145 et 155. Et là il a dit non en fait je veux prendre la ceinture à 145 et après je vais monter à 155. Ah ouais. Comme ça il va pas... Et je pense que c'est une bonne idée parce que c'est jamais bon quand tu es entre 2 catégories, quand tu combats les meilleurs. Les catégories, tu vois, c'est mieux de... Si tu changes de catégorie, c'est mieux de prendre du temps et vraiment te former comme... Si t'es un featherweight et tu veux monter en lightweight, c'est bien de prendre le temps de mettre du muscle, d'être un vrai lightweight. Tu vas pas être un mec trop petit qui combat des mecs plus grands que toi juste pour dire que tu changes de caté, tu vois. Donc moi je suis toujours plutôt pour que les gens prennent du temps quand ils montent de caté. Il faut vraiment... parce que c'est une transition à faire. Moi quand je combattais à 135 et là je combats à 145, il n'y a rien à voir, tu vois. Niveau force physique, les mecs c'est différent. Et même là mon dernier combat j'ai combattu à 155 et c'était juste un cas isolé, mais ça a rien à voir. Donc j'imagine quand tu combats les mecs du top 5, tu vois ce que je veux dire, à 155 c'est pas la même. Tu regardes Gamrot et Ilia, niveau physique, tu vois, c'est... C'est sûr. Et ensuite donc le main event, une autre polémique, Jan Blachowicz contre Magomed Ankalaev, qui s'est soldé par un match nul. Donc là ça a dû bien baiser beaucoup de parieurs. Ouais. Après il te donne l'argent, il te rembourse. Non, vu que tu peux parier le nul, c'est le nul, je crois que c'est
c'est plus 8000 ici, ça doit être une cote à 80. Ah ouais. Donc ouais, non, mais tout le monde s'est fait avoir. Donc ouais, une split décision. T'étais pas d'accord toi? Au final, ouais, si, parce que ouais, quand tu vois le score des juges et tout ça, au final, je suis assez d'accord. C'était surprenant et un peu what the fuck quand ça arrivait, mais ouais, si tu revois le combat dans son intégralité, il y a de quoi être d'accord. Après, ouais, ce que je te disais l'autre fois, c'est que Magomed, il a le dessus à la fin du combat, donc selon l'interprétation, tu pourrais dire ouais, il gagne le combat parce qu'à la fin, il est dessus, même Blachowicz qui limite il admet avoir perdu après la truc, tout était super confus. Mais j'ai l'impression. Ouais, excuse-moi. Mais ouais non, tout ça pour en dire que au début ouais c'est pareil, j'étais confus, mais je suis d'accord avec la décision finale. Ce qui s'est passé, j'ai l'impression, c'est. Ouais, comme t'as dit, déjà le 5e round, il était vraiment vraiment chaud pour Blachowicz. Il était un peu désorienté. Il savait pas où il était déçu, il pensait qu'il avait perdu bien évidemment parce que c'était un round quasiment horrible, ça aurait peut-être même pu être stoppé à un moment. Mais quand même Blachowicz gagne le premier round, des coups de pied dans les jambes dévastateurs. Ouais, ça il avait la jambe. Je te dis que Magomed il va pas s'entraîner pendant un petit moment là parce que quand tu vas os contre os là, en fait ça fait des micro-fractures. Quand tu vois la jambe qui devient bleue et noire, c'est des micro-fractures dans l'os. Et t'en as plusieurs, ce qui rend ça fait trop mal, tu vois ce que je veux dire, c'est l'os du tibia là, ça fait trop mal, tu vois. Et ouais, donc il gagne le premier round, il gagne le deuxième round. Magomed qui a plus autant de mobilité, hein. Franchement il a bien touché là, c'est ça qui m'a impressionné. J'ai pas trouvé un combat dégueulasse, tout le monde se plaint de ce combat, mais j'ai trouvé franchement vraiment technique. Il y a eu un peu tous les aspects du MMA. Ouais, c'est ça, ouais. Et peut-être qu'il y a eu beaucoup de finish dans la soirée, donc du coup les gens voulaient absolument. Mais Magomed il est patient et Blachowicz aussi il est patient. Le mec il a 39 ans, il ne va pas faire n'importe quoi, c'est pour la ceinture. Donc, il gagne les 3 premiers rounds en utilisant les leg kicks, en gardant la distance, en ayant les frappes les plus puissantes pour moi, avec les plus grosses réactions. Magomed qui la plupart du temps n'a même pas l'air humain quand il combat, tu vois, il est toujours au-dessus, là il avait l'air vraiment humain. 4e round, il arrive à s'adapter, utiliser la lutte, il gagne le 4e round. Le 5e round, pour moi tu peux lui donner un 18, parce qu'il a vraiment dominé. Donc si tu as un round à 19, un round à 18, c'est comme si tu avais gagné 3 rounds en fait. Blachowicz qui gagne les 3 rounds, c'est égalité. Je comprends pas la polémique. Ouais. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec Paddy Pimblett et Jared Gordon. Ça a un peu ça a troublé tout le monde. Et ils voulaient, je sais pas, peut-être ça a apporté pour le combat d'après, que les gens étaient toujours un peu frustrés, ils n'ont pas compris. Et Joe Rogan, j'ai trouvé, et puis j'aime bien Joe Rogan, hein, mais j'ai trouvé horrible la façon dont il a demandé à Jan Blachowicz tu penses que t'as perdu quand même. Le mec il est désorienté, il sait pas où il est, il a gagné les 3 premiers rounds, il a perdu les 2 derniers, déjà t'es pas un juge. Pourquoi est-ce que t'as pas demandé ça à Paddy Pimblett? Pourquoi est-ce que t'as pas demandé ça à Sean O'Malley? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que t'as pas demandé ça à Robert Whittaker au rematch de Israel Adesanya? J'ai trouvé vraiment une grosse erreur de faire ça parce que Blachowicz était un peu désorienté, il revient et dit ouais, donnez-lui la ceinture. Mais je pense que quand Blachowicz il va re-regarder le combat, il va s'apercevoir que c'était une erreur de dire ça parce que c'était une égalité. Il a gagné les 3 premiers rounds, il a perdu les 2 derniers avec un 10-8 à la fin. Ouais. Égalité pour moi, mais ouais. Ouais, je crois qu'on a tout bien résumé donc sur cette UFC 282. Donc on va passer au UFC Vegas de ce week-end. On va vous parler des 3 combats qui nous semblent les plus intéressants et ensuite on va survoler la carte. Donc on va commencer avec Alex Caceres contre Julian Erosa. Julian Erosa qu'on connaît bien, partenaire d'entraînement d'Arthur. Ami qui revient d'une victoire contre Hakim Davodou. Et Alex Caceres d'une défaite contre Sodiq Youssouf à la décision, les deux en décision. Forcément on a Julian Erosa là-dessus. Julian Erosa qui fait peur un petit peu, pour moi, à mon point de vue, des fois il a les mêmes basses et on l'a déjà vu se faire KO. Mais Alex Caceres qui n'est pas un gros artiste des KO. Julian Erosa qui est un super sol, donc je crois en Julian Erosa. Surtout que s'il le bat là, il intègre le top 15. Ouais.
Donc ouais, vraiment chaud. À suivre, j'imagine que t'as pas mal de trucs à dire sur ce combat. Ouais, déjà, je suis d'accord avec ton analyse des mains basses, même s'il le fait plus récemment. Ouais, c'est vrai que sur les 2 derniers combats, Si on regarde, en plus avec ces 2 dernières années, on s'est entraîné beaucoup avec Lee Coville, un 4 fois champion du monde de Muay Thai, 45 KO en kickboxing et Muay Thai, et vraiment clean et discipliné. Donc il nous a vraiment appris à garder les mains hautes et à changer un peu la façon dont on s'entraîne en pied-point. Franchement, ça a vraiment changé, quasiment changé la garde de beaucoup de combattants qui combattaient à ma gym. Et ça nous a rendu un peu plus disciplinés dans le striking. Julian qui va parfois prendre des risques comme avec Jordan Peterson. Des fois quand il a trop de fun, il prend des risques et il risque un peu gros pour pas grand chose. Mais il le fait de moins en moins, il est de plus en plus discipliné. Là je crois qu'il est vraiment dans sa prime. La cardio elle est illimitée les gars. Le mec il s'entraîne 4 heures. 2 heures le matin, il va faire une randonnée de 3 heures, tu vois ce que je veux dire, il revient chez lui, il mange, et il va s'entraîner 2 heures le soir. Parce que le mec c'est une machine, en plus là il a plus besoin de travailler parce qu'il a pris pas mal d'argent cette dernière année, donc il est 100% sur le MMA, rien d'autre à se concentrer dessus. Vraiment fort physiquement les gars, vous vous rendez pas compte que Julian Erosa c'est un mec de 155 qui combat à 145. C'est-à-dire que le lundi, déjà, vraiment grand. Ouais. Et le lundi du combat, il se réveille, le lundi de la Fight Week, il arrive à 165, 166 livres, le gars. Tu vois ce que je veux dire, 20 livres à couper en une semaine, et il le fait normal, en rigolant. Donc ouais, le mec, je suis fan de lui, bien évidemment, c'est un de mes meilleurs potes, donc je suis lié, mais je pense vraiment que si c'est un mec à lui donner des problèmes, ce sera pas Alex Caceres. Hakeem Dawodu, franchement, qui était chaud, tout le monde pensait qu'il allait gagner, et Julian, il a joué avec lui. Hein. Avec les mains hautes, il s'est jamais pris vraiment de mauvais coups. Il a gagné la boxe, il a gagné la lutte, il a gagné le kickboxing, et Hakeem Dawodu, qui a beaucoup de KO power, et qui était champion de kickboxing également. Donc c'était un bon striker. Alex Caceres, qui est bon MMA striker. Il arrive à garder la distance bien, il a un bon jeu de jambes, il a du cœur, il a de la bonne cardio, un beau grappling, mais l'opposition dans laquelle il s'est retrouvé récemment, à part Sadiq Youssef, qui a perdu, c'était assez bas. Hein. Il avait battu Chase Hooper, il avait battu Austin Springers, qui a pris sa retraite immédiatement après s'être fait laisser rentrer à l'UFC. Donc il aurait quand même pas battu Choi Sang-woo qui avait KO Julian, c'est le seul hic de ça. Mais c'était quand même le combat avec Choi Sang-woo et Julian, c'était un peu un combat des malchance, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je prends un mauvais coup au début, enfin ça arrive. Et c'était vraiment dommage. Mais bon, après, Alex Caceres qui bat Kevin Krum qui est vraiment léger d'ailleurs, il s'est fait virer de l'UFC, maintenant il fait du bare knuckle boxing. Ouais, et il a fait la décision contre Chase Hooper, donc c'est quand même, si tu regardes l'opposition que Julian a eu récemment, tu parles de Hakeem Dawodu, Steven Peterson, Charles Jourdain, tu vois ce que je veux dire. Il finit Charles Jourdain, ouais. Il a KO Nate Landwehr, il a battu Sean Woodson en 3 jours de notice, qui était invaincu à l'époque, qui était 7-0. Donc moi j'ai Julian Erosa par finish, je dirais TKO ou soumission, deuxième round, je dirais. De fin du deuxième round. Ou du troisième round, parce que c'est son petit préféré. Et toi? Moi je vois une soumission au deuxième round. Ouais. Je vois un profil. Je vois un profil similaire d'Alex Caceres avec les Sean Woodson ou même Charles Jourdain. Donc ouais, je vois un combat similaire avec ça. J'ai pas dit les cotes, enfin vous les aurez vus tout à l'heure, 1,57, ouais, donc il est favori, Julian, mais c'est quand même beau à mettre dans un petit parler. Alex Caceres à 2,50. Donc ouais, on a Julian Erosa toute la journée. Ouais, je crois qu'on a tout dit pour ce combat. Ensuite il y a Arman Tsarukyan contre Damir Ismagulov. Donc Arman Tsarukyan qui est favori à 1,58 et Damir à 2,40 pardon. Donc là, grosse opposition, mais ouais, je comprends un peu les bookmakers. Les seules défaites de Arman Tsarukyan, donc qui a 3 défaites,
une dans son début de carrière et Ouais. les deux autres c'est Islam Makhachev et Gamrot. Donc là Gamrot c'était son dernier combat Et les deux étaient serrés. Hein. et les deux c'était serré Avec de Islam ouf. et Gamrot. Ouais. Et Damir lui qui a une seule défaite. Ouais c'est chaud. Ça, c'est un des combats à 155 de l'année. Ça, tu donnes Paddy Pimblett à un de ces deux gars-là, c'est chaud. C'est chaud. Ah, c'est mort pour lui. Je dis pas qu'il peut pas gagner, mais c'est vraiment chaud. Ouais, on se retrouve avec Armen Tsoukairian qui vient de perdre le combat contre Gamrot, mais c'était très serré, un des plus beaux combats que j'ai jamais vu techniquement, c'était incroyable, franchement. Il y avait tous les aspects du MMA. En striking c'était impeccable, en grappling c'était impeccable, les entrées en lutte étaient complètement folles, ils vont en bas, ils vont en haut, tu vois, ils utilisent tout. Ils kickaient tellement fort. Je regardais le combat, j'avais mal pour eux, tu sais. J'ai l'impression que c'est moi qui bloquais les kicks. En plus c'était à l'Apex, donc tu entendais vraiment le bruit, tu vois. Ouais. Ça va être agréable à voir ce combat à l'Apex parce qu'on entendra tous les bruits du combat. Mais ouais, donc Damir sa seule défaite c'était contre merde. Damir, sa seule défaite, c'était au M1 en 2015, quand même. Il était 5-0, il avait combattu un mec qui était 8-1, et c'est sa seule défaite depuis. Il a battu Duram Kutaladze, qui lui aussi est un tueur à gages, c'est le mec qui s'entraîne avec Ramzat, c'est le show avec la barbe là, c'est un monstre. Il a battu Rafael Alves, très explosif, un combattant fort de Floride. Thiago Moises, impressionnant. Joel Alvarez, Alex George, et avant ça il était au M1. Avec des décisions, avec des soumissions, avec des KO. Franchement, il est bon de partout. C'est impressionnant contre Armen Tsoukairian. Armen, franchement, ils lui font pas de cadeau. Hein. Vraiment pas de cadeau. Armen, il faut savoir, il a fait son début en short notice à 23 ans contre Islam Makhachev. Ouais. Il avait un combat serré avec lui. Je pense que Damir, malheureusement, pour Armen, va juste être un petit peu plus vieux que lui, un petit peu plus expérimenté. Et il va être un peu plus patient. Je pense que Armen la dernière fois était un peu trop... il a un peu dépensé trop d'énergie. Il s'est fatigué au 4e, au 5e contre Gamrot qui est resté patient tout le combat. Et j'ai l'impression que Gamrot et Damir, ils ont un peu le même profil. Avec une cadence qui va rester la même. Tu vois ce que je veux dire ? Il va pas avoir des grosses montées et des grosses descentes. Armen parfois a ça. C'est pas flagrant, c'est pas comme Paddy Pimblett où tu vois que franchement il descend assez rapide, quand il descend fort, ou comme Alexander Hernandez, mais c'est quand même plus apparent que pour Damir. Je pense que Damir va gagner une décision qui va être assez serrée. Ça va être un peu le même genre de combat qu'avec Gamrot, je pense. J'espère en tout cas parce que ce combat était extraordinaire. Et je pense que Damir gagne juste en peut-être se faisant toucher un tout petit peu moins, en gardant la distance un peu moins, en mettant peut-être un takedown de plus, tu vois, je vois quelque chose assez serré et Damir gagnant en split décision ou unanime décision, mais vraiment serré. Ah ouais. Moi je suis confus un peu sur ce combat. Je kiffe vraiment Arman Tsarukyan. Je me dis il est plus jeune, ouais, il peut être plus explosif. Après c'est vrai ce que tu dis il devient un peu, il était limite un peu émotionnel sur son dernier combat. Ouais. Il a dit qu'il allait corriger certaines choses. Ouais, je vais prendre Arman Tsarukyan pour le jeu. Ouais. Je suis pas surpris. Hein. Mais ouais, c'est un gros combat et ouais, comme tu dis, ça va saigner à mon avis à chaque fois dans leur combat. Surtout Arman, ça saigne beaucoup de sol, beaucoup de coudes. Donc ça va être... Ce qu'il avait fait à Joel Alvarez. Ouais, c'était horrible. C'était horrible. Les deux qui l'ont battu d'ailleurs à Joel Alvarez. Donc je mets un petit truc sur Arman Tsarukyan à jouer dans une combinée pas trop cher, mais je me chauffe pas trop. Et les odds, c'est... Après Damir 2,40, c'est... Le favori. C'est beau. Non, il est underdog. Ah, Damir underdog, ouais. Ça fait plus 5,40. Ah oui. Donc côté américain, oui. donc c'est... Bon, après ça va rester serré. Hein. C'est le genre de combat que tu stresses tout le combat. Ouais. Et donc ensuite le main event, Sean Strickland contre Jared Cannonier. Donc là Sean Strickland aussi qui est favori et Jared Cannonier à 2.
Ça va être un beau combat. Il y a un bon délire entre les deux, donc je pense pas que ça va trash talker ou quoi. Mais moi j'ai un petit penchant pour Jared Cannonier, je le vois plus précis, une boxe plus orthodoxe et plus propre. Mais Sean Strickland qui peut surprendre, je sais pas qu'est-ce que tu as dit. Ah, tu dirais plus propre que Sean Strickland? Ouais. Ben, si je compare avec son combat avec Izzy à Jared Cannonier, je trouve qu'il a été carré quand même, il lui a donné un petit peu de fil à retordre. Non, ouais, c'est sûr. Et ouais, c'est par rapport à ce combat que je me base. Et si tu regardes Sean Strickland contre Alex Pereira qui s'est fini assez rapidement, je sais pas, c'est la façon de se tenir de Sean Strickland et tout, je pense que ça marche sur certaines personnes, mais à certains niveaux ça passe plus. Ouais, après j'aime bien le style d'utiliser beaucoup le jab, de contrôler la distance avec le jab. Le problème, tu peux pas faire ça à Alex Pereira parce que ça va pas marcher, tu vois. Il a des crochets de l'enfer. Tu peux pas avoir un bras allongé et avoir des ouvertures comme ça au premier round spécialement. Donc c'était vraiment une mauvaise décision. Sean Strickland a beaucoup de fois il fait genre le mec qui veut pas lutter et tout, mais contre Uriah Hall, il mélangeait la lutte, il faisait des takedowns, il allait au corps en ground and pound sur le sol. Après Uriah Hall il se relevait, il continuait. Franchement il a une belle lutte, hein, Sean Strickland. C'est pas un mauvais lutteur, donc il peut utiliser contre Jared. Après Jared est puissant, des grosses hanches. Tu vois ce que je veux dire, le mec musclé, musclé, c'est solide le gars, il a 38 ans, quelque chose comme ça. Sauf qu'il avait commencé en poids lourd, c'est ça, et ensuite il a descendu. Ouais. Je l'avais vu, j'étais dans le coin de mon ami Adam Frank en août, en Arizona, et Jared Cannonier était dans le coin de quelqu'un d'autre, et je l'ai rencontré. Par contre, il n'est pas aussi grand qu'il en a l'air en taille. Après les muscles, ça arrondit un peu, tu vois. Mais Sean Strickland, c'est un morceau, il est grand. Ouais. Des longs bras. Le seul truc, c'est qu'il gagne beaucoup de décisions, c'est pas un très grand finisher. Tu vois, quand tu vois ce que Uriah Hall, les mecs ils lui font dans la fin de sa carrière, Sean Strickland il a pas réussi à le terminer, tu vois. C'est vrai. Donc c'est ça qui est compliqué. Après niveau cardio, je pense que Sean Strickland va être au-dessus que Jared. Jared n'a pas une mauvaise cardio, mais c'est pas non plus extraordinaire. Sean Strickland, c'est un mec qui fait du sparring tous les jours, tous les 2 jours, tout le temps en sparring, tout le temps en lutte, tout le temps. Il fait pas beaucoup de drill, tu vois, c'est plutôt que du live go. Donc toi tu prends Jared. Ouais, je dis Jared par KO. Jared par KO. Ouais, troisième je dirais. Ouais, ça va être un 5 rounds. Ouais, je dirais au troisième. Je vais prendre Sean Strickland par décision. Mais je serais pas surpris. Hein. Je serais pas surpris si Jared arrive à placer une patate de l'espace. Mais j'ai ma foi en Sean Strickland, j'adore son personnage. Je kiffe les gens qui parlent comme ils veulent, tu vois, qui n'ont pas peur de ce qu'ils disent, quoi, qui assument ce qu'ils disent. Et je trouve que Sean Strickland c'est un bon gars. Je l'ai rencontré dans la vraie vie, il est marrant, il fait des blagues tordues et tout, mais c'est un mec c'est un bon gars, tu vois, c'est un bon gars. Il fait délirer et je l'aime bien. Après je suis un peu biaisé parce que ouais, vraiment je l'aime beaucoup. Mon ami Gavin Tucker, on s'entraînait au PI et il regarde Gavin et il dit, tu vois Arthur, j'ai pas envie de le tuer, c'est un mec de ma tribe. C'est un mec de ma tribe, je l'aime bien, tu vois, j'ai pas envie de le tuer. Il disait, ah merci moi, t'as pas envie de me tuer, ça fait plaisir. Et la première fois que je l'avais rencontré, il me regarde, il me fait, putain mais t'as des oreilles de fou. C'est quoi ces oreilles que t'as? C'est le mec, tu sais jamais avec qui tu sais jamais avec qui ce qu'il va te dire, tu vois, il fait des... Mais en tout cas, ouais, un bon jab, mis à part sa personnalité, on est là pour combattre. Des beaux kicks, une belle défense de lutte, une belle lutte offensive, même s'il l'utilise pas souvent. Un ego un peu qui peut lui coûter ce combat, donc je comprends un peu ton inquiétude ou ta prédiction, je dirais, pour Jared Cannonier. Ouais, c'est chaud. Franchement, c'est un beau main event. Hein. C'est un bel événement pour finir l'année à l'UFC. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. C'est chiant parce que là, on va être le 17 et ça va s'arrêter jusqu'en janvier, donc ça va faire un gros break pour l'UFC. Mais ouais, un beau combat. Donc juste pour ces 3 combats, donc on a tous les deux Julian et Rosa. Moi j'ai Damir, toi t'as Armen. Ouais. Et ensuite je prends le Jared. Et tu dis Sean Strickland. Ouais. Donc ensuite on va survoler un petit peu la carte.
Quel est les combats dont on n'a pas parlé? Il y a Amir Albazi contre Alessandro Costa. Alexandre Costa qui fait ses débuts à l'UFC, donc on ne sait pas trop quoi on dire. sait pas trop, ils le mettent un co-main event, donc l'ordre qui est un petit peu bizarre. Après ce que tu me disais, c'est un événement gratuit ici aux États-Unis, donc c'est peut-être un petit peu pour faire que les gens regardent tout l'événement. Sur ESPN, parce que c'est... Ouais. Il y a Drew Dober, Bobby Green, ça c'est un très beau combat, juste avant le combat de Julian. Les deux qui ça aurait pu être main event, un co-main event à l'aise. Là moi je suis assez indécis, je pense qu'au niveau cote ça doit être à peu près égal. J'ai un petit penchant pour Bobby Green, pour la puissance, mais je sais pas, franchement. Tu dirais quoi sur ce combat? C'est serré. Ouais, franchement c'est serré. Je pense un peu plus de pouvoir pour Drew Dober, mais Bobby Green beaucoup plus précis. Plus de volume. J'aurais dit l'inverse. Plus confiant. Ensuite il y a Cody Brandage contre Michal Oleksiuk. Ouais, lui il est chaud. Ouais, là ça c'est... Je pense que c'est pour Michal. Il avait assassiné Sam Alvey en 1 minute, si je me rappelle bien. Ouais. Après Cody Brandage quand même qui vient de défaites. Mais il n'avait pas battu... il n'avait pas battu ton gars... Etrition Gore. Ton gars Etrition Gore. Il avait battu, non? Ouais, donc il revient de 2 victoires. Ouais. Ah ouais, il a choqué Dala Luchambea dans un combat de fou, je me rappelle, il a pris cher et après il est revenu avec une guillotine. Et KO très jeune Gore, ça c'est impressionnant. Jake Matthews, Semelsberger aussi contre Matt. Jake Matthews contre Matt Semelsberger aussi. Beau combat aussi, 170. Ah oui. Julian Marquez contre Deron Wynn. Ça je pense que celui qui perd ça entre Julian Marquez et Deron Wynn, ça sort. Ouais. Julian Marquez qui est avec James Cross d'habitude. Je sais pas comment ça va se passer avec la situation qui s'est passée récemment. Deron Wynn qui a une très bonne lutte, mais c'est tout. Franchement, le mec il devrait combattre à 70 kg, il devrait combattre à 155 et il combat à 185. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué Deron Wynn, j'ai du mal à le voir aucun futur dans cette catégorie, à mon avis il faudrait... Et il a déjà manqué la pesée en plus, à 185. Il est vrai, c'est une boule le mec quand tu vois. Ouais. Beau combat aussi à Saïd Nurmagomedov contre Saidio... Ça c'est magnifique. Saidio Kub Kakramonov. Donc Je me suis entraîné avec Kakramonov. Ce Saïd, à savoir, c'est le seul qui fait... Ce Nurmagomedov, c'est celui qui a rien à voir avec... avec les connus. Et style de combat différent, c'est un striker. Très très beau, des beaux coups dans la tête. Ouais. Et un bon sol aussi, il a étranglé mon coéquipier Cody Stenham en 47 secondes. C'était horrible. Horrible à voir, j'étais dégoûté, mais ouais il l'a fait. Et par contre Kakramonov qui est vraiment chaud les gars. Il a combattu, je sais pas si vous vous en rappelez, Askar. Il était 10-0 à l'époque. Il devait rentrer à l'UFC et combattre Cody Stenham. Il a eu un problème. Il n'a pas pu signer à l'UFC. Je sais pas si c'était un truc contractuel ou un truc médical ou quelque chose comme ça. Donc il repart à LFA. Et Kakramonov qui était 6-2 en short notice, qui combat Askar qui était 10-0 et le KO au premier round. Ah ouais. Donc ouais, et je crois que c'est comme ça qu'il est rentré à l'UFC. Après il a étranglé Trevin Jones et il a battu Ronnie Lawrence qui était 8-1, un très bon combattant. Donc là, je pense que s'il arrive à battre Saïd Nurmagomedov, là on a un problème dans les mains à 135. Ensuite il y a le chinois Maeshate contre Rafa Garcia. Ça aussi ça va être un beau combat. 9-1 le chinois. Donc beau combat, 9-1 le chinois et Rafa Garcia mexicain 14-3. 155, Brian Battle, Rinat Fakhretdinov. Brian Battle qui était gagnant du TUF de l'année dernière, 8-1, qui à chaque fois il est underdog et il fait fermer des bouches. Et là il lui a mis un mec, un russe, qui fait son entrée à l'UFC. Et j'ai un peu peur pour lui. C'est chaud, c'est chaud. Ouais. Et d'ailleurs hier on en parlait, je pensais que Brian Battle il était favori. En fait non.
Ouais, il est encore underdog. Ouais. Moi je mettrais peut-être un billet sur lui. David Vorak contre Manel Capé. Là aussi ça va taper sec. J'ai Très Manel bon combat. Capé. Ouais, j'ai Manel Capé quand même. La dernière fois, je crois que David Vorak il a perdu son dernier combat. Si je Ouais, dis pas de contre bêtises. Nicolas. Ouais, contre Nicolas, Et ouais. il est vraiment bon. Hein. Nicolas Mato, moi je pense qu'il peut devenir champion. Il a 5 victoires d'affilée à l'UFC. Ou 6 maintenant. David Vorak qui a battu mon pote, mon ami de longue date, Juan Camilo Ronderos. Mais c'était en un jour de notice. Ouais. Le mec il faisait la fête et tout, il a eu un phone call. C'est Dana White, allô, tu veux combattre demain? Ou enfin après-demain parce qu'il a dû faire la pesée et combattre. Mais c'était 10 heures avant la pesée qu'il a su. Ouais. Donc il était en train de boire des bières, il arrête de boire des bières, il boit de l'eau, il saute dans le bain et il perd, il a manqué la pesée par je crois deux pains. Et il s'est fait soumettre au premier round, il a fait une erreur qui lui a coûté, mais il était. Bah, je vais pas dire ça. Et ouais, il s'est fait battre premier round malheureusement pour lui. Mais David Vorak qui est vraiment chaud, hein. Vraiment chaud. Manel Cap qui est explosif, qui parfois est un peu qui se fatigue un peu. Et contre des opponents d'un plus grand échelon, j'ai l'impression qu'il est trop patient des fois. Quand il avait combattu Mateusz Nicolau, il a laissé le combattre s'échapper, tu vois ce que je veux dire. Il est explosif au premier round et après le deuxième ça se calme et le troisième il n'y a pas vraiment d'adaptation. Donc David Vorak ça peut être un bon dog, un bon underdog. Et ouais, donc ensuite le premier combat de la soirée ce sera Sergei Morozov contre Journey Newson. Sergei Morozov que j'aime bien voir combattre. Là, Ouais. il avait une grosse guerre, c'était contre... T'as déjà pris de l'argent sur lui, non? Ouais. Contre Raulian Paiva, ouais, il avait gagné. Je l'avais ce jour-là. Donc ouais, impatient de voir ce combat aussi. Journée Newson qui lui fait... Ah non, il a déjà combattu à l'UFC. Ouais, non, plusieurs fois, ouais. Qui revient d'une victoire ouais, contre Fernie Garcia et ensuite il a perdu contre Randy Costa, Ricardo Ramos. Donc ouais, un bel événement quand même. Franchement, dernier UFC de l'année. UFC gratuit, Fight Night. Ouais, Cannonier Strickland, c'est quand même une belle affiche. Cédric Doumbé qui combat donc une opposition 2-0 contre 2-0. Pas beaucoup d'avenues pour Florian de gagner le combat, à mon avis, à moins qu'il mix up la lutte et le grappling. S'il arrive à rentrer dans les jambes assez tôt, qu'il arrive à fatiguer Doumbé, le fatiguer de façon à ce qu'il ait un peu moins de pouvoir dans les mains, les crochets plus aussi violents. Je pense que c'est la seule façon de battre Cédric Doumbé dans le match. Je peux pas juste faire un combat de striking avec un des meilleurs strikers au monde. C'est quand même un des meilleurs strikers au monde dans cette catégorie. Donc il avait la ceinture du Glory. Il a perdu que par décision et tous les mecs qui l'ont battu, il les a rebattus après. Donc franchement une carrière impeccable en kickboxing. Ouais, tu crois que Florian a une chance ou c'est plutôt un faire valoir pour Je pense que c'est du faire valoir, ouais. Je pense pas qu'il va. Le danger va encore arriver pour Cédric Doumbé et qui choisit entre guillemets un petit peu ses adversaires. Même si après dans le MMA, c'est pas comme dans la boxe, il peut y avoir beaucoup de surprises. Ouais. Mais non, je pense pas que ça arrivera. Parce que je regarde la performance contre Title Shy, c'était léger quand même. Mais après, ouais, c'est sûr. Mais le mec qui courait, c'était l'adversaire, c'était pas. C'est un peu dû à Title Shy qui courait, il a pris le combat à short notice. Ça aussi, ouais. Je sais pas s'il l'a pris juste pour la hype, pour dire qu'il le faisait, parce qu'il avait pas l'air d'essayer trop. Après je sais que c'est un beau combattant, il avait un beau circuit amateur. J'avais vu une victoire au MAGP d'ailleurs, c'était un KO il me semble. Donc ouais c'était solide, mais après c'est un mec de 66 kg contre un mec de 77 kg, donc ouais je sais pas vraiment de sens. Et son premier combat c'était à Dubaï et c'était une belle décision. Je me rappelle plus s'il y avait beaucoup de phases de lutte ou pas. Je me rappelle qu'il en avait défendu un, mais je sais plus. Ouais. Mais en tout cas ouais donc pas grand chose à dire, j'ai l'impression même MAGP niveau hype c'est pas ça, hein, c'est pas Ares hein. Ouais, niveau marketing. Et je comprends pas trop pourquoi, parce qu'ils ont des beaux main events à chaque fois. Ils avaient Star et Alunaye, tu te rappelles à la fois qui a combattu Ares après. Ils mettent des événements avec comme Stéphane Le Banner. Tu vois ce que je veux dire, ils ont des gros noms
Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui en parle. En tout cas pour moi, je vois pas grand chose sur l'événement. Et beaucoup de combattants en négatif sur la carte également. Et beaucoup d'opposition un peu, comme on avait remarqué ce matin, un mec qui revient de 10 défaites, qui combat au MotoGP, 10 défaites au premier round. Mais on comprend pas, je sais pas si ça... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche un peu. Et je leur souhaite que du bien, mais c'est compliqué à s'intéresser au MotoGP pour moi. Et moi je m'intéresse à tout, tu vois. Je suis toutes les promotions PFL, Bellator, ONE FC, Ares, je regarde toute la carte à chaque fois. Donc j'ai juste du mal à m'intéresser. La dernière fois j'avais regardé le combat de Cédric Doumbé ici, en plus c'était un bordel. J'avais dû télécharger l'application Sport en France. Et c'était pas live, il fallait attendre 1 heure après que le combat soit... Enfin, un truc comme ça pour moi c'est mort, tu vois, je veux dire. On est habitué à Fight Pass, on est habitué au truc... Tu vois ce que je veux dire, donc ouais. Mais je suis quand même assez excité de voir Cédric Doumbé combattre. J'espère que je peux trouver un live cette fois-ci. Mais ouais, donc voilà. On a fait le tour. C'était un... Ouais, je crois que c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous encore une fois si c'est pas fait. Likez la vidéo, commentez et à la semaine prochaine. Et si vous avez des trucs à breakdown et tout, mettez en commentaire, on peut le faire. Demandez-nous.